Bonjour à tous. Il y a 6 mois, on vous parlait de la sécurité du système d'arcade CPS2. Je commencerai par vous faire un bref rappel de ce qu'est l'arcade, de ses contraintes matérielles, des dangers contre lesquels il cherche à se prémunir. Je vous parlerai ensuite plus en détail du CPS2, à travers son architecture et ses systèmes de sécurité. Elias s'attardera ensuite sur le cœur de sa protection, le cryptage de Festel, puis nous vous présenterons enfin comment ce système a été vaincu et sauvé lui-même. De 1972 à 2000, le marché de l'arcade est strictement professionnel, réservé à des exploitants de salles de jeu ou à tout type de lieu accueillant un public majeur. Café, salle de cinéma, gare ou aéroport. Le prix d'une machine complète pouvait osciller entre 1000 et 80 000 $, celui d'un jeu entre 1000 et 10 000 $. Voici comment se présente une borne d'arcade de type générique. Il s'agit d'un meuble d'environ 150 kg, présentant en façade un contrôleur et renfermant un écran cathodique, des enceintes, ainsi que la connectique requise afin de brancher un système de jeu. Un jeu d'arcade est la plupart du temps un système complet, matériel et logiciel. Ils adoptent généralement la forme d'un circuit imprimé, souple ou rigide, dont les données sont stockées sur des EPROM en fichiers sur la PCB. L'une des contraintes majeures à respecter sera d'assurer la connectique au format JAMA, dont on voit en haut un pen de branchement. Dans un souci de rationaliser les coûts de développement et d'exploitation, plusieurs éditeurs s'inspireront du principe des consoles de jeux et feront en sorte que plusieurs de leurs jeux tournent sur un même système. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, Capcom, a développé le système CPS, qui connaîtra 3 versions majeures. Environ 80 jeux seront développés sur le CPS durant les 16 années de son exploitation. La seconde itération du Capcom Play System, le CPS2, a été exploité pendant 11 ans. Il est constitué de 2 parties. La A-Board, qui constitue sa carte mère, compatible avec tout jeu CPS2 d'une même région géographique, et la B-Board, qui contient le jeu et son système de protection, sa couleur déterminant sa région. Dans le marché du jeu vidéo, la menace vient des contrefaçons industrielles que l'on nomme bootleg. Le principe étant de contourner la protection d'un système de jeu de manière à y développer un nouveau titre sans rien payer à l'éditeur, ou bien en clonant le jeu sur un système avec des composants bien moins onéreux. On voit à l'écran 2 jeux d'arcade majeurs, Galaxian de 1979 et Scramble de 1980. À gauche, la version originale de Donkey Kong de 1983. Au milieu et à droite, 2 bootlegs de Donkey Kong tournant sur les systèmes de Galaxian ou de Scramble. Dans les deux cas, un jeu récent piraté tourne sur du matériel bon marché de plus de 3 ans. Un autre cas ici, avec en haut la version originale de Street Fighter de Prime, et en bas, le bootleg Rainbow Edition, sur laquelle les personnages ont été libérés à la fois des lois de l'absenteur et de toute forme de droit d'auteur. La sécurité du CPS2 s'appuie sur 2 piliers interdépendants, sa pile suicide et son système de cryptage. Dans chacune des B-boards, qui on le rappelle contient le jeu, le code, crypté à la base, est décrypté en cours d'exécution grâce à une clé stockée en RAM, dont la mémoire est volatile. Une pile au lithium, la batterie suicide, alimente en permanence cette RAM. Dès l'instant où la RAM n'est plus alimentée, alors la clé de cryptage disparaît et le jeu devient inutilisable. La méthode de chiffrement employée sur le CPS2 repose sur un schéma de Festel, qu'Elias va vous décrire tout de suite. Dans ma partie, je vais vous parler du cryptage Festel. Mais avant ça, on va parler d'abord du chiffrement par bloc. Le chiffrement par bloc est une catégorie de la cryptographie symétrique qui consiste à utiliser une clé secrète pour pouvoir chiffrer nos données. Ce chiffrement se base sur 6 principes. Taille des blocs, taille de la clé secrète, nombre de tours, génération des sous-clés, division d'un bloc, fonction de cryptage. Dans ce principe, l'idée est de diviser le texte brut dans des blocs de la même taille qui sera fixé à l'avance. Dans le cas où un bloc est attaqué ou est endommagé, les autres blocs seront intacts. Il est conseillé que la taille des blocs soit un multiple de 8 pour rendre le travail des processeurs plus simple. Là par exemple, on a 3 blocs de 64 bits, on remarque que la taille totale des blocs est de 192 bits, or notre texte il fait 180 bits, ce qui veut dire qu'on aura 12 bits restants. La technique du padding sera utilisée pour remplir ces 12 bits restants. Il s'agit de remplir avec du texte redondant ou aléatoire. Il vaut mieux éviter cette technique au maximum vu qu'elle peut créer des vulnérabilités au niveau de la sécurité si elle est mal utilisée. La sécurité de la clé secrète est proportionnelle à sa taille. Le Data Encryption Standard, un algorithme de chiffrement bien utilisé dans les années 80 et 90, avait des clés à 56 bits.
Son successeur, le Advanced Encryption Standard, utilise des clés plus longues qui sont pour l'instant impossibles à casser dans un temps raisonnable. Le nombre de tours fixé à l'avance déterminera le nombre de fois où la fonction de cryptage sera appelée. Le nombre de tours pour le DES est de 16. Le AES, lui, il varie entre 10 et 14 tours. Pour chaque tour, on va générer une sous-clé qui sera utilisée uniquement pour ce tour-là. La génération de sous-clés sera effectuée à partir de la clé secrète dans un seul sens. On utilise généralement des permutation box pour réaliser cette tâche. La division d'un bloc est appliquée avant son traitement. Elle consiste à séparer le bloc en deux parties de la même taille. La complexité de la fonction de cryptage déterminera la résistance du système aux attaques. Elle doit assurer les deux propriétés introduites par Shannon, la confusion en utilisant des substation box et la diffusion en utilisant des permutation box. J'ai présenté ce type de chiffrement car un réseau Festool hérite exactement les mêmes principes que le chiffrement par bloc, avec un petit point supplémentaire qui consiste à permuter les deux parties du bloc, droite et gauche, à chaque tour. Pour vous aider à mieux comprendre le fonctionnement d'un réseau Festool, on va réaliser un petit exercice que j'ai trouvé sur internet. Dans cet exercice, on cherche à compléter les cases vides. On remarque qu'on a un réseau Festool à deux tours, on a deux fonctions de cryptage F1 et F2 et on cherche à crypter le mot W. Pour commencer, on va prendre notre mot et on va le diviser par deux. Donc, deux parties de la même taille. Donc on aura la partie gauche et la partie droite. Ensuite, nous allons passer le 101 à la fonction F1. Donc on cherche le correspondant de 101 dans la fonction F1 et on trouve que c'est le même, c'est 101. Celui-là, il sera ensuite XORé avec 110, on va utiliser la table XOR pour ça, et le résultat, il sera mis ici. Le 101 là, il sera glissé par ici. Ça, c'est le premier tour. Le deuxième tour, on va faire la même chose, sauf qu'on va utiliser cette fois la fonction F2. Donc on va passer notre 111 à F2, on cherche le correspondant, on trouve c'est 110, on XOR le 110 avec 101, le résultat il sera mis ici, et le 111 qui est là, il va passer là. Après on va concaténer les deux et on aura notre texte crypté. C'est très important de inverser à la fin, sinon le décryptage après ne fonctionnera pas. Pour la phase de décryptage, on va faire exactement comme le cryptage, sauf qu'on va le faire avec l'ordre inverse. Donc on va commencer déjà par F2 et puis on va utiliser F1. Sinon, le reste, c'est comme le cryptage. On fait les mêmes calculs et au final, on tombe sur notre texte clair qu'on a mis en entrée. Ça, c'est un modèle basique de comment on utilise le réseau Festool. Sinon, dans la vraie vie, il s'agit de faire passer aux fonctions des sous-clés qu'on a générées grâce à la clé secrète. Donc, par exemple, K1, K2, pour chaque tour, on a une sous-clé spécifique. Deux réseaux Festool ont été utilisés dans le système de sécurité du CPS2. Le premier réseau se charge de produire une sous-clé à partir d'une clé secrète et une adresse mémoire. Le deuxième réseau se charge de produire la clé du jeu en clair en prenant en entrée la clé chiffrée et la sous-clé correspondante qui a été générée par le premier réseau. Chaque réseau fonctionne en 4 tours avec 4 fonctions différentes. Tout ce travail pour contourner la sécurité puis la vaincre a nécessité la collaboration de nombreux intervenants. Afin de comprendre le fonctionnement du système, il sera étudié par des dizaines de hackers et analysé jusqu'au dernier bit de code. Comme je l'ai dit plus tôt, si la pile suicide du CPS2 tombe à plat ou est retirée, la clé de cryptage stockée en RAM est perdue et le jeu ne fonctionne plus. Dans un usage classique, l'exploitant de la salle renvoyait son jeu à l'éditeur, qui se chargeait de changer la pile et de le réinitialiser à son état d'origine. Le principal défi des hackers a été de faire renaître de leurs cendres un jeu dont la pile avait rendu l'âme car Capcom n'assurait plus service. L'un d'eux, Razula, a trouvé en 2003 comment ramener à la vie un CPS2 qui n'avait plus de pile. Cette opération consistait à se passer de la pile et à stocker dans les ROM de la PCB les données décryptées. Celle-ci a été baptisée Phoenix. Si dès le début des années 2000 la sécurité du CPS2 a pu être contournée grâce à l'usage des tableaux XOR, il faudra attendre jusqu'en 2016 pour que l'on puisse ressusciter un CPS2 mort sans altérer les ROM par une opération Phoenix. Les avancées successives sur le décryptage du CPS2 ont été portées sur l'émulateur MAME, développé depuis 1997, qui permet de faire tourner les titres de système arcade, mais qui offre également des fonctions de debug afin d'étudier le fonctionnement d'un jeu en observant les registres mémoire.
Tout le code source a été rendu public. Je vous remercie pour votre attention. Voici toutes nos sources.